En terres auvergnates, du côté de Moulins, on l'appelle la Malcoiffée. Je ne vous parle pas d'une légende locale ou d'un personnage historique, mais d'un monument. La Malcoiffée, c'est cette tour, ce donjon trônant en plein cœur de la ville de Moulins, dans l'Allier. Elle marque non seulement le paysage, mais aussi l'histoire de la région. Vestige du château des Ducs de Bourbon, ce donjon reflète l'histoire de la ville et donc de la région depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Un vrai bijou du patrimoine bourbonnais que je vous invite à découvrir aujourd'hui en compagnie de Laurent Poirier, directeur de la Direction du développement patrimonial et des grands sites du département de l'Allier. À deux pas de chez vous, une émission présentée par Émilie Mendoza. Un podcast ici en région. Bonjour Laurent Poirier. Bonjour, je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui. C'est un plaisir, je vais vous soumettre à la question pour tout savoir donc de ce château des Ducs de Bourbon et de ce qu'il en reste aujourd'hui, la Malcoiffée. Alors justement, pourquoi la Malcoiffée ? C'est par ce terme qu'on désigne généralement la plus grosse tour du château, mais ce n'est pas la totalité du château. Alors, c'est avant tout une légende. À l'époque de la construction du bon duc Louis II, dont on va reparler, qui a été l'un des grands commanditaires, des grands artisans de la construction de ce château, il l'aurait ainsi appelé parce que actuellement sa couverture est très trapue. Voilà, on voit un donjon carré très élevé avec une toiture qui est très très abaissée. Alors il faut savoir que cette toiture n'est pas celle d'origine, et dans les textes anciens, on ne trouve jamais avant le XVIIe siècle le terme de Malcoiffée. On l'appelle la grosse tour ou tour logis. Louis XIV l'aurait éventuellement également appelé comme ça, mais qu'elle est bien mal coiffée cette tour. Mais voilà, c'est avant tout une légende, mais c'est resté une tradition orale pour désigner cette tour principale et par extension l'ensemble du château, parce que ce n'est pas que la Malcoiffée, le château des Ducs de Bourbon. Ah, mais on va y venir justement, puisque c'est ce château des Ducs de Bourbon situé à Moulins, qu'on va explorer aujourd'hui. Alors je précise que c'est à Moulins parce que justement il y en a un autre, un château des Ducs de Bourbon à Montluçon. Donc est-ce que ces deux châteaux datent de la même époque pour porter le même nom ? Alors, il faut savoir qu'il y en avait même beaucoup plus des châteaux des Ducs de Bourbon, parce que c'est l'une des grandes familles ducales en France. Et ils avaient, à l'époque médiévale, de nombreuses propriétés, Souvigny, Verneuil, Gannat, même à Paris. Voilà. Alors, on parle du château de Montluçon, qui est un château d'origine médiévale, comme celui de Moulins. Pour les deux, les origines remontent sûrement au Xe, XIe siècle, mais on en a gardé peu de traces. Point commun, c'est que les deux ont été reconstruits, agrandis vraiment par le duc Louis II de Bourbon. Donc voilà, ils ont des destins assez similaires. Ce duc a vraiment œuvré pour construire. Alors, c'était pas le plus important, celui de Montluçon. Celui de Moulins va acquérir une renommée importante parce que Moulins va devenir, à l'initiative justement de Louis II, la capitale du duché de Bourbonnois. Et pourquoi choisir Moulins pour ce château et pour en faire la capitale du duché alors ? Il faut remonter un petit peu dans le temps, les Bourbons sont une famille illustre, mais très ancienne. On remonte au Xe siècle, plusieurs maisons de Bourbon se sont succédées. Alors, ils ont d'abord été sires de Bourbon-l'Archambault, le site éponyme, parce qu'il y a un autre château médiéval à Bourbon-l'Archambault, non loin de Moulins et de Souvigny. C'est le site à partir duquel ils ont construit ce territoire. C'est un territoire qui a été construit aux confins du Nivernais, de l'Auvergne, l'évêché de Bourges aussi, voilà, qui au fur et à mesure des siècles s'est construit. Donc le site éponyme, le site principal, c'était Bourbon-l'Archambault. Les origines étaient à Souvigny, mais il faut savoir qu'à Souvigny, il y avait aussi un grand prieuré clunisien, et donc personnage important, qui dépendait de Cluny et de Rome. Pourquoi choisir alors Moulins? Louis II a beaucoup hésité. Quand il revient parce qu'il était en captivité à Londres, on est en pleine guerre de 100 ans. Voilà, je reviens pas dans tous les détails, mais c'est une période qui est très troublée. On est après la peste noire, on est pendant la guerre de 100 ans. Il a été otage dans les années 1360-1366. Il revient dans le Bourbonnais. Le Bourbonnais est un peu, à feu et à sang. Enfin, et une période très trouble, ravagée par des compagnies. Donc voilà, il va restructurer son territoire, lui donner des institutions modernes
et avoir une politique édilitaire de château pour montrer sa puissance, défendre ce territoire. Moulin, alors il commence à Souvigny, il crée la Chambre des comptes, qui est une institution importante pour gérer ce territoire, ce duché. Il l'installe à Souvigny, commence à racheter des propriétés, à développer plutôt un hôtel urbain plus qu'un château, sauf qu'il est dans l'ombre du prieur du clunisien de Souvigny. Donc voilà, des relations assez tendues. Il va finalement choisir le site de Moulins. Alors Moulins est en plus à l'avantage d'être sur une voie fluviale sur la rivière Allier qui ensuite se jette dans la Loire. Donc stratégiquement à l'époque, pour le commerce, c'est important d'être sur une rivière. Moulins est déjà une ville pas extrêmement importante, mais avec tout de même des fortifications, qui bénéficie d'une charte de franchise octroyée par les sires de Bourbon, avec une activité commerciale, des foires. Voilà. Donc stratégiquement, c'est important et c'est un territoire en plus qui est de l'autre côté de l'Allier, sur la rive droite de l'Allier, et voilà, les Anglais arrivant plutôt de l'autre côté. Enfin, c'est un site qui est plus protégé. Il va choisir ce site où probablement il y avait déjà un château pour édifier un château vraiment de grande importance. Est-ce qu'on peut parler de château fort ou pas? À l'époque de ses prédécesseurs, il y avait probablement dès le Xe siècle, XIe siècle, on a la mention d'un castrum. Donc forcément, probablement d'une petite fortification, peut-être type mode féodal, on ne sait pas bien, on n'a pas retrouvé de vestiges archéologiques. Le problème, c'est qu'on manque beaucoup de sources pour ces époques-là. À l'époque de son grand-père Louis Ier, on a la mention d'un chapelain au château, donc il y avait un château. Alors après, dans les vestiges qu'on connaît, on a 2 tours circulaires, 2 tours rondes qui étaient reliées par courtines. Donc ça, c'est probablement plus typique des fortifications, des forteresses du XIIe, XIIIe siècle. À partir de ce château ancien, il va le développer de manière extrêmement importante, avec la construction d'une grande tour logis, alors qui est plus circulaire. Voilà, on n'est plus à l'époque des châteaux Philippe Auguste, avec tours circulaires, courtines, vraiment éventuellement plusieurs enceintes. Là, il développe des constructions nouvelles, des constructions alors qui sont défendues, défensives. La première représentation qu'on a de ce château, c'est plus tardif. On est vers 1450 dans l'armorial de Revel. On a une vue de ce château où on voit bien qu'il y a des éléments défensifs, des douves en eau du côté occidental, des douves sèches côté ville. C'est un château qui est aligné sur les remparts urbains, avec au sommet des tours des hourds. On a aussi une portion de chemin de ronde, ce qu'on appelle la courtine, qui permettait d'observer, de défendre. Mais on n'est plus dans l'archétype du château fort, tel qu'on pourrait le dessiner enfant, avec des crénons, des merlons partout. Non, c'est un château qui est fortifié, c'est un château, mais qui est très agréable. On a au tournant du XIVe et du XVe siècle, déjà Charles V, qui est son beau-frère, roi de France, a développé, reconstruit en partie le Louvre pour en faire un lieu beaucoup plus agréable à partir de la forteresse de Philippe Auguste. Donc cette tour logis, cette tour maîtresse, ou mal coiffée, comme on l'a appelée selon les légendes, c'est vraiment une tour avec des appartements d'apparat, avec de très grandes ouvertures. Donc voilà, un château fort, on n'a pas de grandes ouvertures, c'est des points de faiblesse. Là, c'est un château où les pièces, les appartements sont ouverts notamment côté Allier, voilà, sur la campagne, sur la rivière, probablement aussi sur des jardins. Donc c'est un lieu qui est agréable et surtout un lieu de représentation du pouvoir du duc. Voilà, parce que c'est à la même époque, on a des grands-duchés extrêmement importants, ses beaux-frères Jean de Berry, on a le duc de Bourgogne qui a un de ses beaux-frères aussi, Philippe le Hardi. Donc voilà, il veut aussi rivaliser, non pas avec le roi, mais imiter ce que fait le roi et rivaliser aussi avec ses beaux-frères, qu'on appelle les princes des fleurs de lys. Donc voilà, il érige ce château avec des équipements modernes. On a des latrines, alors assez sophistiquées pour la gestion des hauteurs, plusieurs portes. Enfin voilà, au Moyen-Âge, c'est pas un âge sombre, c'est un âge où c'est quand même, il y a un certain confort. Il y a des étuves aussi, donc des bains de vapeur. Voilà, il y a tout le confort de l'époque. Un confort réel et des éléments décoratifs. Au 2e étage de cette tour logis, dans la chambre d'apparat du duc, on a un oratoire et des décors peints d'un très grand raffinement, de faux marbre, faux porphyre. C'est ce qu'il y a de plus raffiné, de plus chic à l'époque. Et voilà, c'est vraiment un lieu de représentation de son pouvoir avec escalier d'honneur, salle des États, salle d'audience publique, appartement d'apparat,
études, bibliothèque, un lieu aussi où on montre que le duc est cultivé. Mais c'est presque un château de la Renaissance que vous nous décrivez là. Alors, pas encore, voilà, on est Toute cette volonté de raffinement, de décoration, la bibliothèque. Voilà, c'est un château qu'on pourrait dire de transition entre le château fort, enfin un château avec des éléments défensifs, mais aussi un château d'agrément. Et voilà, probablement en plus avec des jardins en contrebas, au-delà des douves, au-delà du pont mobile. Alors, mention des jardins, on n'en a pas pour cette époque, on est pauvre en documents, mais sur l'armorial de Revel de 1450, on a déjà des jardins agrémentés, voilà, qui agrémentent. On a une vue, voilà, c'est vraiment un lieu de représentation et de pouvoir. Lieu de vie aussi Lieu de pour la vie, famille bien propriétaire. évidemment, mais voilà. Et après, c'est comme pour les rois de France, la cour est itinérante. Il réside la plupart du temps à Moulins, il en a fait sa capitale, mais il peut être très bien à Souvigny, à Montluçon. Il va décéder justement au château de Montluçon en 1410. Donc voilà, ses propriétés sont très nombreuses et il accompagne régulièrement. Il est au service du roi de France, c'est le beau-frère du roi de France. Il est grand chambrier de France. Voilà qui donne envie de visiter ce château des Ducs de Bourbon à Moulins. À 2 pas de chez vous, un podcast ici en région. Louis II, duc de Bourbon, met donc ce château de Moulins à l'honneur, en beauté. Quelles sont les grandes étapes ensuite de l'évolution de ce monument au fil des années et des siècles qui suivent? Alors, voilà, Louis II lui a donné une importance certaine. Ses successeurs, et en particulier Pierre II de Beaujeu, qui était le mari d'Anne de France, donc fille de Louis XI et sœur de Charles VIII, régente du royaume pendant un temps, vont mener, c'est la seconde campagne de travaux, on les doit à ces deux grands personnages. Alors, pour engager cette campagne de travaux, il faut d'abord avoir une politique d'acquisition foncière, parce que c'est un château urbain, entouré d'habitations. Donc voilà, Pierre II et Anne de France vont racheter un nombre important de propriétés au nord du château de Louis II pour vraiment l'étendre, mais en multipliant par 2 ou 3 la surface. Ils vont l'étendre en créant une grande galerie, ce qu'on appelle un grand corps de logis sur la façade nord de la Malcoiffée. On a les mêmes époques que les travaux d'Amboise, par exemple. Ah, château Voilà. de la Renaissance, Val-de-Loire. Voilà, je vais y venir. Mais ce grand corps de logis, dit grand corps de logis Anne de France, ça va permettre de créer de nouvelles salles d'apparat, de nouvelles chambres, et avec un décor encore plus important, avec loggia à l'italienne, balcon toujours sur l'Allier, et les jardins qui vont prendre une très très grande importance, j'y viens après. Donc on a des éléments décoratifs qui sont pas encore vraiment ceux de la Renaissance. On a l'époque du gothique flamboyant, mais avec certaines petites touches, parce que son frère Charles VIII, il réside à Moulins notamment avant les guerres d'Italie. Donc il va ramener, après les guerres d'Italie 1494-95, des artistes, des artisans, et puis surtout une impression voilà, en Italie on est en pleine Renaissance depuis longtemps. Donc ce château va se développer sur des nouveaux modèles avec ce grand corps de logis, et puis au tout début du XVIe siècle, fin 15e, début XVIe, une grande galerie en retour d'aile, organisée autour d'un pavillon central, d'un belvédère encadré d'arcades. Voilà, d'arcades en arc plein cintre. Là, on est vraiment dans le vocabulaire, dans la première Renaissance française, et généralement, on dit que c'est le premier bâtiment de la Renaissance en France, à Moulins. Voilà, et ces bâtiments encadraient une nouvelle cour centrale avec fontaine. Et au XVIe siècle, encore cette fontaine en pierre de Volvic, un ensemble de vasques superposés. Nicolas de Nicolaï, le géographe, l'a décrit comme la plus belle et superbe fontaine de France. On oublie trop souvent alors que la Renaissance n'est pas forcément liée uniquement au Val-de-Loire, grâce à vous, avec ce château des Ducs de Bourbon de Moulins. Après cette époque, j'allais dire fastueuse, où voilà, le château évolue pour s'agrandir et pour s'inscrire dans une première Renaissance française, est-ce qu'il y a des grosses étapes qui suivent? Peut-être la Révolution, qui souvent a malmené pas mal de monuments un peu partout en France? Ce qui va entraîner son déclin, c'est
il faut savoir que le duché de Bourbonnais, on a une crise dynastique, parce que Pierre II et Anne de France, donc une fille, la petite Suzanne, qui normalement ne peut pas hériter du duché, parce qu'on est dans le régime d'un apanage, et normalement c'est transmission, on parlait mal, en ligne directe. Il y avait déjà eu une dérogation pour Pierre II pour qu'il puisse devenir duc de Bourbon. Normalement, dans un apanage, quand il n'y a plus de successeur mâle direct, ça revient à la couronne de France. Donc voilà, il y a tout un enjeu de succession. Alors, ses parents vont tout faire pour que la petite Suzanne puisse hériter du duché, et ça se voit dans les commandes artistiques. Par exemple, on parle actuellement régulièrement du triptyque de Jean, le triptyque du maître de moulin, où la petite Suzanne est représentée à côté de ses parents, couronnée. Sur la galerie dont j'ai parlé, la galerie Anne de France ou Anne de Beaujeu, on a les monogrammes P pour Pierre II, A pour Anne de France, mais on a aussi le S de Suzanne. On fait passer subtilement ou pas subtilement le message qu'elle pourrait bien être l'héritière. Tout à fait. Et donc, elle va épouser l'un de ses cousins qui deviendra connu ensuite sous le nom de Charles III de Bourbon ou le Connétable. Lorsque Suzanne, qui était de santé fragile, meurt en 1521, Louise de Savoie, qui était l'une de ses cousines, aussi descendante des ducs de Bourbon par Charles Ier, donc Louise de Savoie, qui est mère de François Ier, va contester la succession. Voilà, c'est aussi une question de succession, de droit de propriété. Louise de Savoie le conteste. On va lui donner raison. Le connétable qui avait servi François Ier à Marignan, c'est lui qui conduit la guerre, qui fait la victoire de François Ier à Marignan. Voilà, à force de toutes ces attaques, va faire défection, passe dans le camp de Charles Quint et va se retrouver face à François Ier à Pavie. Donc, à ce moment-là, le duché de Bourbonnais est réintégré et saisi, enfin intégré à la couronne de France, mais c'est la même chose, alors avec un mécanisme différent. Mais le roi de France ne pouvait plus tolérer vraiment à cette époque de grands duchés forts, indépendants, riches. C'est la même chose pour la Bretagne. Alors, ça a été rattaché plutôt par des politiques matrimoniales. Voilà, le duché est rattaché à la couronne de France. Louise de Savoie, la mère de François Ier, va l'avoir jusqu'à sa mort. Et donc, c'est véritablement en 1531 environ, à la mort de Louise de Savoie, que le duché rentre dans la couronne de France, que les biens sont saisis, que le mobilier est saisi par François Ier. Et alors, pendant une grande partie de l'Ancien Régime, le château est dans le domaine royal et va servir de maison douairière, c'est-à-dire de maison pour les reines-mères. Alors, Catherine de Médicis va y résider, va continuer une politique de travaux assez importante, voilà, notamment entre le Grand Corps de l'Eugène de France et la galerie, construction de nouveaux bâtiments, de réaménagement. On a des descriptions de travaux, parce qu'il faut savoir tous les siècles, ces grandes bâtisses, il faut les restaurer, refaire les couvertures. Et Catherine de Médicis continue. Les jardins, qui étaient déjà très importants, sont vraiment loués par les visiteurs jusqu'au début du XVIIe. C'était parmi les plus beaux jardins de France qui précèdent, qui sont contemporains ou qui précèdent quasiment les grands jardins des châteaux de la Loire. Donc voilà, jusqu'au début du XVIIe, le site est occupé par les reines-mères, jusqu'à Anne d'Autriche. En 1661, Louis XIV est un peu moins intéressé et l'échange contre le duché d'Albret et le cède en fait aux Bourbon-Condé. Donc ils deviennent ducs engagistes du Bourbonnais. Et alors là, les Bourbon-Condé vont pas avoir un très très grand intérêt pour ce château de Moulins, qui va être subdivisé en appartements comme grand nombre de propriétés qui sont déjà assez anciennes. Donc voilà, on subdivise en appartements. Et là, vraiment, le drame va intervenir en 1755, j'avance dans le temps, où un incendie majeur se déclare dans l'un de ces appartements, met le feu à la totalité du grand corps de logis et commence aussi à attaquer la tour logis, la mal coiffée. On est obligé d'abattre en partie sa charpente pour la préserver de l'incendie. Et donc là, c'est vraiment la fin du château, c'est vraiment 1755, cet incendie. Et donc c'est même pas la Révolution pour le coup, c'est cet incendie qui va détruire une bonne partie du monument. Une grande partie du monument. Voilà, ce grand corps de logis. La galerie Renaissance est touchée aussi un peu. Donc ensuite, en 1774-1775, le bâtiment est rétrocédé, revient dans le domaine royal. Louis XV ne savait pas quoi en faire de cette ruine quasiment. Et donc le cède à la ville de Moulins, avec une dotation financière pour le transformer en présidial ou tribunal, si on veut, et prison. Voilà. Et le mot prison est important parce que c'est aussi un des usages qu'a eu ce qui restait du château
jusqu'au XXe siècle finalement. Oui, tout à fait. Donc voilà, le présidial ne voit pas le jour. Par contre, les bâtiments qui restaient, qui n'étaient pas encore trop vétustes, sont transformés au normal en prison dès la fin du XVIIIe. Voilà. Pendant la Révolution française, c'est une prison qui est décrite même pour les standards de l'époque comme dans un état assez épouvantable et très malsaine. Les cachots sont extrêmement humides, des pierres qui risquent de tomber sur les prisonniers à tout moment. Donc voilà, même pendant la Révolution, c'est pas très sympathique d'être enfermé à Moulins. Pendant la Restauration, voilà, ça reste une prison jusqu'au XXe siècle, à la fin du XXe siècle. C'est un lieu aussi après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte où on enferme certains opposants politiques de manière assez classique. Et puis maison d'arrêt classique. Y compris pendant la Deuxième Guerre mondiale, où là, pour le coup, cette prison installée dans ce qui reste du château connaît des jours sombres, c'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement, il y a un passé mémoriel et des événements très, très sombres qui s'y déroulent. C'est une maison d'arrêt, mais à partir de 1941, c'est la Wehrmacht qui en prend le contrôle et qui en fait une prison militaire allemande, donc il n'y a plus de personnel civil français. Et c'est un lieu où on va enfermer des juifs, des résistants, où on va, vous imaginez bien, les torturer. Ça va être vraiment épouvantable. Voilà, c'est un lieu où la Gestapo sévit. Et même jusqu'au 25 août 1944, à la même date à laquelle on libère Paris, Moulins n'est pas encore libéré, le dernier convoi de prisonniers, de déportés, environ 66 personnes, sont envoyés vers les camps de la mort. Triste mémoire, effectivement, pour ce lieu. Après la Deuxième Guerre mondiale, que se passe-t-il? À partir de quand devient-il propriété du département de l'Allier? À la Libération, ça redevient une maison d'arrêt où on va d'abord enfermer quelques collaborateurs au tout début. Après, c'est une maison d'arrêt classique, détenue de droit commun, jusqu'assez tardivement, jusqu'en 1983, Ah, où est quand même. construit, oui, la maison d'arrêt à Yzeure, dans la banlieue de Moulins. 1984, les derniers prisonniers sont transférés à Yzeure. Alors, tout d'abord, en fait, c'est la ville de Moulins qui récupère cette propriété, puis qui la vend pour l'euro symbolique au Conseil général de l'Allier, donc en 1986. Aujourd'hui, quand on vient visiter la Malcoiffée, qu'est-ce qu'on visite finalement? Quelles parties du monument sont encore en place? Qu'est-ce qu'on trouve sur place comme proposition de visite? Voilà, quand on parle de la Malcoiffée, du château, il faut envisager le site dans sa globalité, parce qu'il y a à la fois le château médiéval Louis II, la Malcoiffée. Mhm. À côté, il y a aussi ce qu'on appelle la maison Mantin, parce qu'au XIXe siècle, dans les parties les plus démolies du grand corps de logis, il y a un riche bourgeois qui va construire une maison et qui a été cédée pour que les générations futures découvrent aussi la vie d'un très riche bourgeois de l'époque. Donc il y a la maison Mantin qui est dans le site du château et la galerie, j'en ai beaucoup parlé, de la galerie Renaissance. Alors, elle a subi les affres du temps. Au début du XXe siècle, elle a été très largement restaurée après avoir été une gendarmerie. Elle est restaurée pour accueillir le musée des Beaux-Arts de Moulins, qui lui devient également un musée départemental. Donc on a aussi dans cette galerie très bien restaurée le musée des Beaux-Arts de Moulins, qui a sa notoriété. Voilà, un très, très beau musée. Donc voilà, il y a 3 lieux dans le château. Et alors, sur la Malcoiffée à proprement parler, il faut savoir que le département a fait des travaux conséquents depuis ces 40 dernières années parce que le site, voilà, après avoir été occupé par la prison, était dans un état assez mauvais. Donc toutes les façades ont été restaurées de la tour-logis. Ces dernières années, on a inauguré des travaux des travaux de restauration structurelle des planchers et de l'escalier à vis qui permet de monter au château. Donc voilà, le public, alors actuellement, commence souvent par les sous-sols, la partie mémorielle sur la Seconde Guerre mondiale, très dure, mais voilà, qui est Qu'on peut pas extrêmement laisser de côté, qu'on oui. peut pas laisser de côté. Mais voilà, finir la visite, voilà, ça serait un peu déprimant pour le public. Donc voilà, on commence par cette partie sombre et il va gravir ensuite les différents étages. Alors, il ne visite pas tous les niveaux, mais il va visiter par exemple l'étage, la chambre d'apparat de Louis II au 2e étage, puis monter jusqu'à la Courtine, ce lieu qu'on voit déjà sur la Memorial de Revel, qui était un lieu d'observation, anciennement entouré de créneaux et de merlons, mais on a surtout une vue magnifique sur la ville de Moulins, sur la cathédrale et toute la ville de Moulins. Voilà. Mais encore beaucoup de travaux restent à faire, voilà, parce qu'on visite un château,
mais dans l'état encore carcéral. Beaucoup de vestiges, voilà, derrière tous les badigeons de la période carcérale, les cloisonnements encore visibles. Donc voilà, c'est 6 siècles d'histoire superposés. Donc on découvre l'aménagement d'une prison dans un château princier. C'est pas commun quand même. Donc Non. ça vaut le détour. Sur quel site internet on peut aller pour se renseigner sur toutes les infos pratiques pour ces visites? Vous avez le site du conseil départemental, le site des musées départementaux. Donc voilà, c'est assez facile d'avoir les informations. Il est ouvert régulièrement pendant toute la période estivale pour des visites en groupe. Voilà, une visite le matin, 3 visites l'après-midi. Et puis le reste de l'année, sur demande, sur réservation pour des groupes. On ne manquera pas de faire cette visite pour découvrir ce monument passionnant, le château des Ducs de Bourbon, la Malcoiffée à Moulins. Merci beaucoup Laurent Poirier et merci à tout le travail mené par vos services de la direction du développement patrimonial et des grands sites du département de l'Allier. Si ce château vous intéresse, non seulement vous pouvez aller le visiter, mais on le retrouve aussi dans le livre Châteaux et forteresses d'Auvergne aux éditions Ici en Région. Merci encore. Je vous remercie beaucoup. C'était À 2 pas de chez vous, présenté par Émilie Mendoza. Retrouvez tous nos livres, articles, podcasts et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.